Bonjour, mesdames et messieurs les inspecteurs. Très heureuse de vous retrouver ici ce matin à l'Assemblée nationale pour vous auditionner dans le cadre du rapport que vous avez rendu il y a quelques jours qui porte sur le bilan de la création des directions territoriales de police nationale dans les Outre-mer et des expérimentations des directions départementales de la police nationale. Si vous en êtes d'accord, on aimerait bien vous entendre sur les conclusions générales du rapport. Et puis ensuite, on aura probablement beaucoup de questions à vous poser. Merci. Bonjour monsieur le rapporteur. Oui, ça marche. Ce qu'on vous propose en effet, c'est de vous préparer les principales conclusions du rapport donc, que j'ai coordonné. Je passerai ensuite la parole à Emmanuel Razous, donc, qui a piloté l'équipe IGJ en fait, qui est associée à ce rapport et qui vous présentera plus particulièrement les mesures que nous proposons en matière de garantie pour l'autorité judiciaire. Et ensuite, bien sûr, nous sommes prêts, nous répondrons à vos questions. Gilbert Mabec, donc de l'IGPN, Emmanuel Razous, donc de l'IGJ, et moi-même pour l'IGA. Non. Je ne reviendrai pas en fait sur l'économie générale de la réforme qui a déjà été explicitée dans cette commission par le directeur général de la police nationale notamment et par le chef de l'équipe projet des DPN, sauf en rappelant en fait qu'il y a quand même deux principes structurants dans cette réforme qui sont la départementalisation, donc une sorte de principe horizontal en fait dans l'organisation de la police, et le principe de filiérisation qui est en fait un peu une sorte de nouvelle colonne vertébrale d'organisation de la police nationale. Revenir rapidement sur notre lettre de mission, donc une mission conjointe, comme vous le savez, de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale de la justice, avec l'appui de l'Inspection générale de la police nationale. Nous avons une lettre de mission du 20 octobre 2022, donc qui nous donnait un délai de 3 mois, et donc nous avons rendu donc, notre rapport dans ce délai. C'était une commande double qui portait sur 2 points. Tout d'abord, l'évaluation de la mise en place des DTPN, donc qui existent maintenant en Outre-mer, comme vous le savez, et des expérimentations de DDPN en métropole. Et en particulier, cette lettre de mission nous demandait de travailler sur les points suivants. Les bénéfices de la réorganisation pour l'action de la police nationale, la lisibilité et la compréhension de cette action par les autorités préfectorales et judiciaires, les effets sur le service public au bénéfice des usagers, notamment dans le traitement des affaires judiciaires, les effets en termes de ressources humaines et budgétaires, la mise en œuvre de synergie et de transversalité entre les différentes directions métiers, et enfin la perception des personnels lors de la mise en place des réorganisations et les bonnes pratiques constatées au niveau local. Et il y a une deuxième partie de la lettre de mission qui nous demandait donc de faire des recommandations de nature à favoriser la mise en œuvre de la réforme. Et donc nous avons structuré notre travail très clairement en fonction de cette double commande, avec une première partie donc, qui porte sur le bilan, et donc je vais vous présenter, et une deuxième partie qui formule un certain nombre de recommandations qui sont au nombre de 19. Un mot sur la méthode. Nous avons fait 11 déplacements, les 8 DDPN expérimentatrices de métropole, ainsi que 3 DTPN, donc la Guyane, qui est une DTPN première vague, qui a commencé donc la première en fait à mettre en œuvre cette réforme, et la Guadeloupe et Martinique, qui sont des DTPN qui ont mis cette réforme en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Nous avons rencontré plus de 300 personnes, donc les préfets, les magistrats, les DDPN et les DTPN et leurs chefs de service, les organisations syndicales nationales et locales, et puis un certain nombre d'associations, dont la NPJ que nous avons rencontrée, l'Association nationale des magistrats instructeurs, et bien sûr aussi nous avons rendu en fait au Conseil supérieur de la magistrature, et nous avons aussi bien sûr eu les échanges nécessaires avec les directions centrales. Alors, toujours un peu rapidement sur la méthode, nous nous sommes astreints à faire surtout une analyse qualitative des organisations et des bénéfices opérationnels qui sortent de ces organisations. Parce que le recul est assez faible, et trop faible sans doute, pour tenter une analyse quantitative. C'est les questions de taux d'élucidation, de niveau de délinquance par item, je veux dire, sont des choses qui répondent plutôt à des cinétiques plus lentes, et en plus qui sont constamment multifactorielles. Donc il nous a paru difficile. Et en plus, il n'y a pas eu de point zéro de la réforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corpus en fait qui dit voilà quelle était la situation avant les expérimentations ou avant les réformes outre-mer, et donc il n'y a pas de point de comparaison. Et donc nous avons écarté en fait, même si nous faisons quelquefois référence à des données en effet chiffrées, nous avons écarté une analyse purement chiffrée en fait, et donc purement quantitative des effets de la réforme.
Rapidement, donc, le bilan dans les DTPN. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une première évaluation qui a été faite par l'IGPN, en fait, dont le rapport a été rendu en décembre 2020, donc qui portait simplement sur la première vague en fait, de mise en œuvre des DTPN en Outre-mer. Donc première vague qui était Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, et deuxième vague qui était Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Polynésie française. Les mesures prises sont globalement les mêmes partout, et c'est celle qui était attendue. C'est des états-majors communs dorénavant. C'est l'utilisation d'une fréquence radio commune par les services. C'est une intégration des filières, et en particulier la filière judiciaire, avec regroupement donc, sous une même autorité de ce qu'on appelle les 3 niveaux d'investigation. Peut-être juste revenir là-dessus, parce que c'est un concept qui peut paraître assez flou. Le niveau 1, en gros, c'est en effet ce que font les groupes d'appui judiciaire et les sûretés urbaines, et ils traitent en fait les contentieux de masse qui ne nécessitent pas beaucoup d'investigation, ce qu'on appelle le petit judiciaire. Le niveau 2, donc, il correspond globalement aux affaires nécessitant des investigations de moyenne complexité. Il est traité aujourd'hui en partie par les sûretés urbaines et en partie par les sûretés départementales. Et enfin, le niveau 3 est celui en effet des affaires complexes qui requièrent une grande technicité ou une plus grande technicité des enquêteurs. Il est utilisé notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il correspond donc globalement à ce que font aujourd'hui les personnels de la direction centrale de la police judiciaire et de ses implantations territoriales. Cette distinction donc, de 3 niveaux a été reprise peu ou prou dans les DTPN, c'est-à-dire qu'en fait elles se sont organisées en fonction de divisions qui recoupent exactement ces distinctions. Je vous en donne les intitulés qui sont révélateurs. Donc la division de l'action judiciaire ou la DAGE, donc niveau 1, la division de l'investigation de proximité, DIP, donc niveau 2, et la division de l'investigation spécialisée ou 10. Et cette reprise en fait de l'organisation actuelle de l'investigation est importante en fait pour mesurer en effet les effets de cette réforme et les risques qu'elle n'a pas finalement fait courir, contrairement en effet à des inquiétudes et à des craintes qui avaient été exprimées. Il y a eu également dans les DTPN donc, des regroupements et des rapprochements de services. Ça porte notamment sur les services de gestion des ressources. Il y a aujourd'hui un seul service de gestion de ressources dans une DTPN. Ça porte aussi sur la police scientifique et technique, là où il y avait 2 services. Il y a eu regroupement en fait avec des équipes uniques, un spectre large certes d'intervention, mais des équipes uniques de police technique et scientifique. Et enfin, il y a eu, c'est propre au DTPN, la création d'une filière formation par agrégation en fait du centre de recrutement et de formation qui relève aujourd'hui de la DCRFPN. Excusez-moi pour le sigle, c'est la direction centrale du recrutement, de la formation de la police nationale, et des structures de formation des autres directions qui ont leur propre structure de formation. Donc il y a aussi une petite dispersion et des recoupements en fait qui sont possibles et qui ont été rendus possibles dans les DTPN. Globalement, les apports donc, de cette réforme. Meilleure circulation de l'information, aussi bien entre filières qu'au sein des filières, et notamment au sein de la filière judiciaire. Une vision plus stratégique du DTPN sur tout le territoire de son département dorénavant et dans pratiquement tous les domaines de l'action policière. Et notamment les DTPN disposent dorénavant de synthèses chiffrées préparées par l'état-major, donc c'est l'état-major unique qui fait rentrer les informations finalement des différents champs de l'action policière pour donner une vision globale de cette action. C'est des appuis et des partages de moyens facilités, en particulier en temps de crise. Et là, c'est intéressant, par exemple, pour la Martinique et la Guadeloupe, la crise de novembre 2021, donc qui est antérieure en fait à la mise en place des DTPN, a été gérée déjà en mode DTPN, c'est-à-dire avec une très grande souplesse d'utilisation des effectifs pour répondre en effet à une situation extrême où il fallait que chacun soit disponible. Il y a également une augmentation de ce qu'on appelle les opérations coordonnées, c'est-à-dire on prend en effet des personnels des différents services, mais chacun dans leur cœur de métier, chacun reste dans son métier pour leur faire traiter un sujet. L'exemple le plus emblématique, qui est souvent cité, qui a peut-être déjà été évoqué ici, c'est celui des stupéfiants à l'aéroport de Cayenne, où dorénavant, grâce à cette coordination finalement des services, 100% des passagers sont dorénavant contrôlés, ce qui permet d'appréhender une partie bien plus importante de ce qu'on appelle les mules et qui prennent ces avions. C'est aussi une plus grande flexibilité managériale, hors poste nomenclaturé bien sûr, pour affecter les personnels en fonction de leurs compétences et bien sûr en fonction de leurs souhaits. Auparavant, un
membres du corps d'encadrement et d'application pouvaient postuler sur un poste, même si il s'avérait que c'était pas la personne, je veux dire, idéale pour ce poste, il n'y avait pas de possibilité en fait de l'orienter vers un autre poste ou de le convaincre d'aller sur un autre poste. Il y a donc maintenant, dorénavant, je veux dire, un peu plus de marge de manœuvre pour le chef de service en la matière, ce qui est naturel pour un chef de service. Il y a une optimisation des services de la police aux frontières. Je vais utiliser le terme police aux frontières parce que ce n'est pas encore très stabilisé, je veux dire, comme nom de filière, mais c'est celui sans doute qui l'emportera. Ce qui a permis en fait une présence accrue sur la voie publique, c'est-à-dire que la police aux frontières, je veux dire, elle est sur un métier très spécifique, et parfois, par exemple, dans certains aéroports, il y a des périodes creuses pour les avions. Donc, ce qui a permis de faire la DTPL, c'est d'utiliser ces effectifs pour faire de la sécurisation autour de l'aéroport, par exemple, ou même éventuellement pour renforcer des équipes sur des champs plus éloignés. Et enfin, il y a eu un renforcement de l'encadrement des niveaux 1 et 2 de la filière judiciaire, qui, comme vous le savez, sont en manque d'officiers et de gradés. Donc c'est un peu la difficulté, en effet, de cette filière judiciaire. Et ce renforcement de l'encadrement a été rendu possible, au fond, parce qu'en mettant dans une même filière les 3 niveaux d'investigation, en quelque sorte, quelqu'un qui viendrait, je veux dire, de l'ex-police judiciaire, si on peut parler comme ça, je veux dire, pour la DDPN, n'a pas le sentiment de déchoir, je veux dire, d'aller encadrer, je veux dire, ou d'organiser quelque chose qui relève du niveau 1 ou du niveau 2, ce qui, en matière de culture administrative, pouvait éventuellement être le cas avant. Alors, il y a eu quelques maladresses initiales. Mais globalement, les craintes ne ont pas été confirmées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise en cause de la liberté de saisine par l'autorité judiciaire. Comme je vous l'expliquais, avec 3 divisions, il garde la possibilité de saisir ces divisions. Et donc il n'y a pas d'écran en fait par le directeur territorial, enfin par le responsable du service territorial de la police judiciaire à son égard. Et il y a un respect des 3 niveaux d'investigation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en fait absorption des effectifs qui traitaient les affaires du haut du spectre par les dossiers du milieu du spectre. Ce phénomène, en tout cas, nous ne l'avons pas vérifié, il n'a pas été vérifié dans les DTPN d'outre-mer. Il y a un certain nombre de limites qui ressortent de cette expérimentation. La principale, au fond, porte sur les fonctions support. Le numérique n'a pas suivi, sauf en Guyane, mais en Martinique et en Guadeloupe, c'est beaucoup plus problématique. Et donc les effectifs qui sont dorénavant regroupés dans une même filière, voire dans un même service, sont quand même encore astreints à utiliser des dispositifs informatiques différents, ce qui évidemment limite beaucoup l'intérêt de ce regroupement et crée en plus une espèce de déception, je veux dire, par rapport à cette réforme. Je veux dire, ne pas pouvoir travailler toujours ensemble, je veux dire, pour des raisons purement techniques est évidemment problématique. Et donc ce sujet numérique est important. Il y a des enjeux aussi RH de la transition, en fait, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis il y a le fait que cette réforme s'est faite dans ce contexte donc dégradé un peu de la filière judiciaire en général que vous connaissez bien et qui a produit notamment un stock de procédures important avec cette ambiguïté, ce malentendu que la réforme a pu être perçue à un moment donné comme un moyen de résorber ces stocks. Ce qui, là aussi, ne s'avère pas, je veux dire, sur le terrain, à part éventuellement quelques maladresses de départ, en fait, dans les explications qui ont été données. En ce qui concerne les DDPN, je vais être plus rapide. Alors, il y a 2 vagues, comme vous le savez, d'expérimentation. Une première vague, donc, qui sont la Savoie, le Pas-de-Calais et les Pyrénées-Orientales. Et une deuxième donc qui commence en janvier 2021, donc où là il y a déjà un certain recul, et une deuxième vague février 2022, donc Calvados, Haut-Rhin, Hérault, Oise et Puy-de-Dôme, avec en plus une dynamique qui retombe assez vite, en partie liée à la crise de l'été et de l'automne 2022. Donc les enseignements sont moins intéressants à ce stade sur ces expérimentations. Il y a aussi le problème que ces expérimentations, comme vous le savez, ont été faites à droit constant, donc avec pas de changement des affectations des agents, et avec des cadres finalement qui fonctionnent avec des lettres de mission. C'est-à-dire que bon, c'était les limites du droit constant, d'où une nécessité d'un engagement très fort des DDPN expérimentateurs, je veux dire, pour arriver à faire marcher cette expérimentation. Et puis en effet, comme je l'ai déjà dit, le calendrier très contraint de la deuxième vague.
Globalement, donc les réalisations ou les projets sont les mêmes qu'en Outre-mer, avec quelques petites nuances. Donc les états-majors n'ont pas encore en fait vraiment un effet structurant. Il y a des états-majors qui restent encore un peu formels et qui ne produisent pas encore de synthèse. En matière judiciaire, c'est important, c'est la même logique de statu quo, donc dans les réorganisations ou les projets de réorganisation, avec les mêmes modalités de saisine par l'autorité judiciaire, et toujours la distinction des 3 niveaux d'investigation. Il y a 2 cas qui sont d'ailleurs intéressants, où on est allé un peu plus loin. C'est en Savoie, où a été créé un groupe transverse sur les stupéfiants. Groupe transverse en gros entre des personnels qui étaient police judiciaire avant et qui étaient sûreté départementale avant, mais ça s'explique aussi par le fait que c'était de très petites unités, et donc je veux dire qu'il y avait quand même un intérêt à regrouper ces toutes petites équipes, et ça a été fait en information des magistrats et avec l'accord des personnels. Et dans le Haut-Rhin, il y a une expérimentation un peu différente qui a été faite, c'est de laisser 2 groupes en fait séparés, l'un relevant du 3e niveau et l'autre relevant du 2e niveau, toujours sur le même sujet des stupéfiants, mais en leur donnant un chef unique, ce qui est une autre manière finalement de tenter un rapprochement en la matière. Mais les expérimentations ne sont pas allées au-delà de ça, c'est-à-dire sur un sujet précis, les stupéfiants, et dans des conditions un peu particulières d'équipes finalement qui étaient déjà assez réduites. Il y a quand même globalement 2 différences en métropole, donc dans les DDPN, des attentes un peu moindres en matière d'appui, parce qu'il n'y a pas le phénomène de l'isolement qui joue en Outre-mer, et surtout l'existence de services interdépartementaux qui sont ceux de la police judiciaire et sont donc ceux de la PAF, et donc le questionnement qu'ils représentent en les faisant rentrer, en les rattachant finalement aujourd'hui à un seul directeur départemental. Enfin, dernière chose à noter qui est intéressante, parce qu'on parle beaucoup de la filière judiciaire, mais il y a aussi les autres filières. C'est pour la PAF, donc la police aux frontières, il y a eu un certain nombre de réorganisations qui ont été rendues possibles ou qui ont été faites à l'occasion de ces expérimentations, et qui globalement, selon des modalités un peu différentes d'ailleurs entre les sites, conduisent à ce que la police aux frontières prenne plus largement en compte le traitement des étrangers en situation irrégulière, y compris par exemple lorsqu'ils ont des délits connexes, ce qui n'était pas le cas avant, et donc il y a un plus fort engagement finalement de la police aux frontières sur ce sujet, et à contrario, donc ça peut libérer du temps, notamment pour le service de voie publique. Alors il y a quand même un certain nombre de risques donc, qui sont rendus, qui ressortent très clairement de cette analyse, qui sont donc au nombre de 3. Le premier, c'est le risque en effet d'absorption des moyens de l'actuelle police judiciaire par les contentieux de masse de la délinquance générale, donc qui a été en effet signalé par nombre d'interlocuteurs. Et un deuxième finalement qui est lié vraiment à cette question du rattachement de services interdépartementaux à un DDPN, donc que sont les DITPAF et les DTPJ, SPJ actuels, avec le risque en effet de voir finalement le département siège concentrer les moyens et finalement les garder pour lui, ne pas en faire bénéficier les départements qui relèvent finalement de son champ. Et un deuxième risque qui est le risque de rupture en fait des chaînes opérationnelles et d'information, et ça joue surtout pour le champ des CPJ, puisqu'en effet il y a un réseau en fait très, très structuré entre les STPJ et les SPJ, donc les services de police judiciaire, avec des grandes souplesses finalement et une grande agilité d'emploi. Et la crainte en effet c'est que le rattachement en fait de ces services à une DDPN rende les choses beaucoup moins souples. Alors ces risques en fait ont suscité, comme vous le savez, 2 alternatives. Un scénario zonal. Le scénario zonal, en gros, qui a été surtout présenté pour les questions de la police judiciaire, ça consiste en gros à rattacher les unités d'enquête de l'actuelle police judiciaire, donc, de les faire diriger par la zone, au niveau zonal. Donc, et un scénario régional qui est un peu la même chose, mais au niveau régional. Il aurait un avantage, en fait, c'est qu'on garde un lien, en fait, entre des unités chargées des 2 autres niveaux d'investigation, le 1 et le 2 et le 3, puisqu'en fait, le DRPN serait également le DDPN, en fait, du chef-lieu de région. Alors, ces 2 scénarios
ont quand même présentent un peu les mêmes inconvénients. Il n'y a pas d'unicité de commandement, puisque par principe, je veux dire, il n'y aura plus au niveau départemental d'unicité de commandement. Une partie du niveau d'enquête, finalement, n'étant pas au niveau départemental. Et il y a aussi dilution de la notion de filière, parce qu'il faut revenir en effet sur ce sujet de la réforme, qui en est un peu le deuxième pilier. Qui est le responsable de filière et comment, quand on est responsable de filière et qu'on est au niveau zonal, on s'intéresse réellement en fait au niveau départemental et notamment ce qui se passe dans les gages ou dans les sûretés urbaines ou dans les sûretés départementales. C'est assez problématique et donc nous avons considéré que c'était en fait une certaine forme de dégradation de l'ambition de la réforme et qui perdrait en effet en cohérence. En effet, je veux dire, finalement les deux aspects principaux de la réforme seraient quasiment annulés par ces scénarios. Mais globalement, quand même, ces risques tels qu'ils ont été exprimés doivent bien sûr être pris en compte. Ils le sont déjà d'une certaine façon par l'architecture générale de la réforme, qui donne un rôle très, très fort au niveau zonal, et notamment au directeur zonal de la police nationale, qui serait une création dans cette réforme, et qui serait un peu l'instance de régulation du système au niveau territorial. C'est le directeur zonal de la police nationale qui pourrait veiller notamment aux équilibres justement entre les différentes filières et aux équilibres internes aux filières. Et il y a également, comme vous le savez, des engagements qui ont par ailleurs été pris dans le cadre de la réforme, notamment sur le maintien des services actuels de la PJ, sur les implantations actuelles. Lettre donc du 9 octobre dernier de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais nous estimons quand même qu'il y a quelques finalement garanties supplémentaires, quelques mesures supplémentaires qui sont possibles, donc que nous avons essayé d'expliciter et qui portent sur 4 champs finalement. C'est sur l'articulation déjà générale de la réforme, son architecture générale, sur la filière police judiciaire en particulier, sur les garanties à apporter à l'autorité judiciaire et quelques recommandations également sur les modalités générales de mise en œuvre de la réforme, qui est une réforme complexe et sur lesquelles il faut être sans doute très, très, très attentif. Sur l'architecture générale, nous considérons qu'il faut bien sûr reconfigurer l'échelon central de la police nationale et que cette reconfiguration doit être un préalable à la mise en place des DDPN. Et ça suppose en effet de préciser le rôle respectif du DGPN et des futures directions nationales. Tout cela n'est pas encore stabilisé, c'est en cours de discussion, comme vous le savez, dans l'élaboration de ce qu'on appelle les doctrines, mais il y a un équilibre en effet, je veux dire, un point d'équilibre à trouver qui devrait modifier un peu, je veux dire, l'équilibre actuel et donner un peu plus de compétences et de poids en la matière au DGPN. Il y a en effet l'importance de fixer les compétences des futurs DZPN, notamment pour leur donner justement les moyens d'exercer ce rôle de régulation, que ça ne soit pas uniquement un rôle formel. Et enfin, il faut préciser les relations entre les acteurs, préfets, DZPN, DDPN, chefs de filière. C'est un travail qui reste à faire dans le cadre de la réforme et qui est en cours d'ailleurs. Alors, il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons pour la filière judiciaire, des recommandations générales. Une des recommandations essentielles, c'est de reconduire, comme nous l'avons constaté d'ailleurs dans les DTPN et dans les DDPN expérimentatrices, c'est de reconduire sous une autorité unique la distinction entre les 3 niveaux d'enquête actuels. C'est-à-dire se donner le moyen de pouvoir distinguer les dossiers qui aujourd'hui, peu ou prou, correspondent à la police judiciaire, à la sûreté départementale et pour le premier niveau, aux sûretés urbaines et aux gages. C'est renforcer le commandement et l'encadrement de cette filière, officiers et gradés. Et c'est envisager finalement une évolution plus profonde qui peut exister. Je vous ai cité les exemples donc, de la Savoie et du Haut-Rhin, mais uniquement lorsque finalement on aura conduit à son terme une réflexion notamment sur la notion de criminalité organisée et sur les moyens de calculer en quelque sorte les moyens justement qui sont nécessaires à cette lutte contre la criminalité organisée, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Par exemple, la DCPJ est moins avancée que la direction centrale de la sécurité publique dans ce qu'on appelle les clés de répartition des effectifs. Il est assez difficile d'objectiver toujours les moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Donc nous proposons en effet un certain nombre
d'outils finalement pour permettre d'expliciter ces moyens. Et dans un premier temps, donc, nous proposons en effet d'être prudents et de garder en effet la structuration en trois niveaux. Nous recommandons également, nous suggérons de réaffirmer très rapidement l'importance de la lutte contre la criminalité organisée en déterminant le plus tôt possible la part des moyens de l'OPNI qui pourraient lui être dévolus. Et également de bien rappeler, notamment aux DDPN qui seront nommés, que cette réforme et que les effectifs de l'ex-PJ n'ont pas vocation à contribuer à la résorption des stocks de procédures. C'est un autre sujet, les stocks de procédures. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a en fait une mission interministérielle, enfin IGJ, IGA, qui se penche actuellement sur cette question. En ce qui concerne les outils, je ne vais pas peut-être, mais vous pourrez en effet, si vous le souhaitez, nous poser des questions, mais c'est des outils budgétaires qui existent déjà. On peut flécher des moyens, on peut mettre les frais de mission du haut du spectre, en fait, des personnes qui traitent le haut du spectre, on peut les positionner dans une unité opérationnelle zonale. On peut mettre en fait les techniques spéciales d'enquête et les moyens budgétaires nécessaires, on peut les faire gérer par un BOP central. Donc il y a toute une mécanique en fait budgétaire qui permet quand même globalement de sécuriser les moyens dont on a besoin pour traiter le haut du spectre de la délinquance et donc ce qu'on appelle la criminalité organisée. Je vais donner la parole à Emmanuel Razous, donc, qui va vous présenter les garanties que l'on propose pour l'autorité judiciaire. Oui, pour les garanties pour l'autorité judiciaire, comme il a été rappelé tout à l'heure, nous avons entendu plus de 300 personnes et systématiquement dans nos déplacements, nous avons entendu les magistrats de cours d'appel et de tribunaux judiciaires. Et le constat qui a été exprimé par un très grand nombre d'entre eux, c'est le contexte déjà très dégradé, on l'a rappelé, de la filière investigation au sein de la police nationale. C'est pour ça qu'à ce titre, il y a très peu de réticence de principe sur un besoin de réforme. Une amélioration semble effectivement nécessaire sur cette filière investigation. Mais s'il n'y a pas d'opposition de principe, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur l'impact que pourrait avoir cette réforme sur les missions de police judiciaire. Parfois, ces interrogations sont liées à un manque d'informations. Au départ de l'expérimentation en métropole, il y avait très peu de cadres, très peu d'écrits. Et puis, au-delà des interrogations, des craintes également sur la préservation des prérogatives de l'autorité judiciaire et sur l'efficacité de cette future filière judiciaire. L'autorité judiciaire doit être à même effectivement d'exercer au mieux ses prérogatives de direction et de contrôle des missions de police judiciaire. Nous avons articulé les garanties dont nous faisons état dans notre rapport autour de deux axes majeurs. Le premier, c'est le rappel d'un certain nombre de principes directeurs qui garantissent l'indépendance de la justice, l'indépendance des investigations. Et le deuxième axe, c'est une recherche d'équilibre entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur. S'agissant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le premier principe que nous rappelons, et nous en faisons une recommandation, c'est de maintenir le libre choix des services d'enquête par les magistrats, procureurs et juges d'instruction. L'ensemble des magistrats que nous avons entendus ont souligné cette nécessité de préserver un principe législatif de direction de l'activité de la police judiciaire par le procureur. Ce n'est pas remis en cause, article 12 du Code de procédure pénale, mais aussi son corollaire, la liberté de choix des services. C'est en choisissant librement leur service d'enquête que les procureurs et les juges d'instruction s'assurent du service adapté qu'ils souhaitent voir mener les investigations qu'ils dirigent. Et c'est également pour le procureur de la République, en choisissant son service, l'assurance de décliner au mieux ses directives de politique pénale. Les principes de la réforme ne remettent pas fondamentalement en cause ce libre choix, mais les craintes sont nées de la création de cette filière unique sous l'autorité d'un directeur départemental qui ne doit pas agir comme un écran entre magistrats et services de police judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons de préserver aujourd'hui à l'identique ce libre choix en actualisant les dispositions du Code de procédure pénale, le décret de catégorie de service, qui doit intégrer les 3 niveaux d'enquête dont M. Gagneron a rappelé tout à l'heure ce qu'il contenait,
Ces 3 niveaux d'enquête devront être possiblement saisis par les autorités judiciaires sans difficulté. Un autre principe fondateur relatif à l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est bien évidemment l'indépendance des investigations et le secret de l'enquête. Ce principe se décline autour de 2 axes. D'abord, la non-immixtion dans la conduite des enquêtes pénales, et ensuite le secret de l'enquête et de l'instruction. S'agissant de la non-immixtion dans la conduite des enquêtes pénales dirigées par le procureur ou le juge d'instruction, aucune autre autorité ne peut formuler d'instruction ou de demande particulière sur ces dossiers, nous le rappelons dans notre rapport. S'agissant du secret de l'enquête et de l'instruction, la réforme, qui prévoit de modifier une chaîne de commandement, il y aura une chaîne de commandement unique. Qui dit chaîne de commandement unique dit remontée d'informations unique. Ce risque d'interférence dans les enquêtes par le préfet, par exemple, est un risque qui a été parfois soulevé par les magistrats lors de nos entretiens. Nous rappelons donc, en vertu de l'article 11 du Code des procédures pénales, qui a été récemment modifié par une loi de 2021, que le procureur est le seul à pouvoir communiquer sur les dossiers. Nous souhaitons que dans la doctrine de la police judiciaire soient rappelées les dispositions de l'article 11, les dispositions relatives au secret professionnel, l'article 226-13. Nous souhaitons également que dans cette doctrine soit rappelé, au niveau réglementaire, il existe le code de déontologie de la police nationale qui rappelle également ces principes fondateurs. Ces risques d'immixtion que je viens d'évoquer, ils ont été soulevés en particulier s'agissant des affaires de probité, puisque le risque d'immixtion dans les enquêtes ont été pointés par les magistrats, surtout dans les affaires qui mettraient en cause des personnalités locales, qui sont habituellement, par leur fonction ou par leur mission, en relation avec le préfet. Ce risque a été pris en compte par le projet de réforme, qui a souhaité rattacher à la zone une équipe d'enquête dédiée sur ces affaires liées à la probité. Dans notre rapport, nous, et à l'écoute non seulement des magistrats, mais également de nombreux membres de la police, nous avons fait le constat que le rattachement à la zone n'était pas forcément une solution idéale. D'une part, parce qu'il y a une difficulté d'éloignement géographique. Toulouse dépend de la zone sud. La zone sud est basée à Marseille. C'est un éloignement majeur. Et puis, restreindre à la zone avec une équipe dédiée pour la probité, la lutte contre les atteintes à la probité, exigerait une vraie technicité, alors que toutes les affaires de probité n'exigent pas une technicité particulière. D'autres solutions existent actuellement, qui serait de saisir un service régional de police judiciaire qui aurait l'avantage d'être plus proche, mais un service qui, quand il est sur le siège du département du procureur, revient à la même difficulté. Le procureur ne pourrait saisir que sa PJ locale, qui, elle-même, est sous l'autorité du directeur départemental. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité proposer une alternative, qui serait que le procureur pourrait saisir, par exemple, la sûreté départementale du département d'à côté, département limitrophe. La proximité serait donc là, et le service de la sûreté départementale du département d'à côté ne dépendrait pas du directeur départemental où le procureur a son siège. C'est une proposition que nous avons faite pour éviter ce risque particulier d'immixtion dans ce type d'affaires sensibles. J'évoquais tout à l'heure l'équilibre qu'il est à maintenir entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. De nombreux magistrats ont exprimé des craintes que les missions d'ordre public fixées par le préfet prennent le pas sur la mise en œuvre des politiques pénales fixées par le procureur. Le projet de réforme qui sera arrêté devra donc garantir l'effectivité de la mise en œuvre des directives de politique pénale par les procureurs de la République, mais aussi l'effectivité de la direction d'enquête par le procureur et le juge d'instruction en termes de moyens et d'effectifs pour que ces enquêtes puissent aboutir. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une évaluation conjointe par le procureur et le préfet
soit institué, qui pourra porter sur des critères à définir par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur conjointement. Et cette évaluation nouvelle, conjointe et de même niveau entre ces deux acteurs majeurs du département, permettra de garantir que le directeur départemental ne privilégie pas les missions d'ordre public par rapport aux missions de police judiciaire dans son département. Enfin, nous souhaitons, toujours dans cette recherche d'équilibre, nous souhaitons que soit assurée une meilleure coordination de l'action des préfets et des procureurs de la République. L'importance de cette coordination n'est effectivement plus à démontrer. Elle s'impose pour articuler les plans locaux de sécurité qui sont coordonnés par les préfets et les directives de politique pénale. Certains procureurs nous ont rappelé qu'ils avaient des relations régulières avec les préfets. Ces relations régulières leur permettent de faire connaître précisément le contenu de leur directive de politique pénale. Nous avons émis, ce n'est pas une recommandation, mais une préconisation, que la détermination des moyens nécessaires à la mise en œuvre des plans locaux de sécurité, mais aussi des politiques pénales, se fasse dans le cadre d'une coordination approfondie entre le préfet et le procureur. Et il nous a semblé que les états-majors de sécurité, ou en tout cas la préparation commune, conjointe des états-majors de sécurité qui sont présidés par le préfet et le procureur, pourrait être ce lieu de coordination de ces politiques. Voilà pour les garanties que nous avons souhaité apporter pour l'autorité judiciaire. Peut-être quelques mots pour finir sur... Pardon. Voilà. Quelques mots pour finir sur cette question, enfin sur notre rapport, sur nos recommandations. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre de recommandations générales que nous avons été amenés à faire. C'est en effet une réforme extrêmement complexe et qui prend en plus place dans un contexte justement complexe. Il y a d'autres réformes en cours, création de l'académie de police. Il y a toute une réflexion qui est en cours au ministère de l'Intérieur sur la question ressources humaines, finances, support, soutien pour changer les équilibres entre l'actuelle direction qui est en chargée et les directions en fait actives de la police nationale. Et finalement, tout ça crée une espèce de complexe, un peu de risque. Ça peut faire naître des risques en fait de bonne coordination de ces réformes, et un élément ou une réforme qui ne fonctionnerait pas, qui ne marcherait pas à son rythme, je veux dire, pourrait devenir bloquante pour les autres. Donc il y a quand même pour nous, à notre sens, la nécessité d'établir un calendrier consolidé des différentes réformes avec un document de maîtrise des risques de l'ensemble en fait des réformes qui sont en cours sur le champ de la police nationale. Il y a la question en effet de l'adaptation numérique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qui crée finalement qui peut créer un rejet finalement de cette réforme localement, parce que on ne peut pas travailler en fait comme on l'attendait en fait dans le cadre d'une départementalisation de la police et donc d'une unicité de commandement. Et c'est un élément important, avec en plus des risques qui peuvent être liés au passage, c'est-à-dire que réaffecter, reconstruire les organigrammes, changer les intitulés de l'ensemble de la police nationale revient à réaffecter tout le monde. Et en fait, sur leur affectation est liée aussi la question de leurs habilitations aux accès en fait métiers, aux accès aux applicatifs métiers. Donc il faudra être attentif à ça pour ne pas avoir un accident, je veux dire, au moment du passage à la réforme qui se fera forcément à un temps T et qui forcément posera quelques problèmes. Ça n'existe pas une réforme qui ne pose pas quelques problèmes en la matière, mais il faut se donner les moyens de les minimiser pour que justement ça ne provoque pas un rejet de cette réforme. Il y a aussi la question de la préfiguration. On pourrait penser finalement il y a 40 départements qui sont peu concernés par la réforme, puisqu'ils n'ont aujourd'hui ni service de police judiciaire de niveau 3, ni service de police aux frontières. Et donc c'est une réforme qui par ailleurs ne touche pas beaucoup le champ du renseignement territorial et de la sécurité et paix publique. Mais en réalité, je veux dire, c'est quand même une réforme d'ensemble de l'ensemble de la police qui en modifie, je veux dire, le fonctionnement général. Et donc nous estimons qu'il faut préfigurer et concerter avec les syndicats, mais également avec les magistrats informés dans l'ensemble des départements et qui seront dorénavant organisés en forme de DDPN.
Et enfin, il y a une question d'accompagnement de la réforme. Donc, en écho à ce que je disais, il faut bien coordonner en fait l'équipe chantier en charge de la réorganisation territoriale, donc de cette création des DDPN, avec celle qui est en charge, qui est une autre équipe, qui est en charge aujourd'hui de l'évolution des fonctions support. Parce que les deux sont liés et on ne peut pas mener une réforme qui d'ailleurs va solliciter les fonctions support, alors même que ces fonctions support sont en train de se réformer. Donc on réinsiste un peu dans ce rapport, en effet, sur la complexité de toute cette opération et sur la nécessité simplement d'être conscient qu'il y a des risques et de se donner les moyens, en effet, de les anticiper. Et en conclusion un peu générale, donc, nous tirons dans notre rapport un bilan finalement positif de ce qui s'est passé dans les DTPN, moins riche en effet d'enseignements pour les DDPN pour les raisons que je vous ai indiquées. Nous constatons qu'il y a un certain nombre de paramètres importants de la réforme qui restent à déterminer, ce que je vous disais tout à l'heure sur les doctrines, sur l'organisation au fait, et le partage des rôles entre la DGPN et les futures directions nationales de police. Des risques donc, qui sont dus en effet à cette concomitance de réforme structurelle de la police nationale. Et des craintes donc initiales qui, à ce jour, de ce que nous avons ressenti lors de nos entretiens, persistent, mais auxquelles nous estimons finalement que des réponses peuvent être apportées. Soit elles l'ont déjà été, elles le sont dans la structure même, dans l'architecture même de la réforme, soit en effet elles peuvent faire l'objet de mesures complémentaires qui sont celles que nous vous avons présentées. Et globalement, donc, compte tenu de tous ces éléments, du fait, comme je le disais au début, que nous n'avons pas forcément toujours aujourd'hui le recul nécessaire par rapport aux expérimentations pour en tirer tout le bénéfice que l'on pourrait en tirer, la mission recommande finalement une évaluation à 2 ou 3 ans après le déploiement de cette réforme, sous une forme bien sûr à déterminer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors moi j'avais quelques questions à vous poser. Dans le cadre de votre rapport, vous signalez 3 risques. Le premier, celui d'avoir des enquêteurs qui sont accaparés, des enquêteurs de PJ pardon, qui sont accaparés par la criminalité du quotidien. Donc, voilà. Le second, sur le fait que le département où il n'y a pas de service le service de PJ n'est pas dans le département d'à côté, soit négligé. Et puis, vous évoquez un troisième risque sur le fait que le fonctionnement en réseau des services actuels de la DCPJ soit altéré, rendant plus difficile les appuis des collaborations nécessaires pour certaines enquêtes liées à la criminalité organisée. J'aimerais bien que vous précisiez ce point, parce que autant sur les deux précédents, c'est très clair, ça nous a été dit, nous aussi, dans le cadre des auditions qu'on a entendues, mais sur le premier point, je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris ce dont il s'agissait, donc je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris. La question du réseau altéré de la... Exactement. Ouais. Voilà. Ensuite, peut-être que je pose 2-3 questions et puis voilà. Ensuite, je comprends également dans votre propos que le rattachement d'unités opérationnelles à la zone semble pas retenir votre attention. Je voulais juste que vous me confirmiez ce point-là. Et ce que j'ai compris également, c'est qu'au fond, vous misiez plutôt sur les services interdépartementaux. Et donc voilà, donc je voulais juste que vous me le confirmiez. Et en prolongement de cette question, sur les enquêtes de probité, j'ai compris la proposition alternative qui consiste à faire traiter ces enquêtes de probité quand elles ne sont pas trop complexes à un niveau donc, départemental, mais qui n'est pas le département dans lequel la personnalité serait concernée. Est-ce que pour autant on reste avec une possibilité de solliciter le niveau zonal pour des niveaux d'enquête plus complexes juste. Voilà, écoutez, je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Oui, sur votre première question, Madame le rapporteur, donc la question en effet de l'altération finalement du réseau de la DCPJ tel qu'il fonctionne actuellement. En effet, donc il y a une autorité hiérarchique, il y a une chaîne hiérarchique finalement, et il y a surtout une grande souplesse en fait au-delà de l'hiérarchie, je veux dire de fonctionnement aujourd'hui dans le réseau des CPJ qui fait, je vais prendre un exemple concret, qui fait par exemple que si Montpellier, je veux dire, qui travaille sur une opération un dossier finalement qui dépasse le cadre du département de l'Hérault, a besoin d'un
d'un appui, d'une renseignement, d'une vérification d'informations, éventuellement d'ailleurs d'une interpellation, je veux dire, de la part de l'unité du service de police judiciaire de Perpignan. Aujourd'hui, ça se fait de manière très souple. Je veux dire, on est dans le même champ, on est dans le même réseau, c'est très agile, il n'y a pas besoin de demander des autorisations, de remonter, de redescendre dans une chaîne hiérarchique, etc. Et ce qui est craint, en effet, par les personnels de la DCPJ, c'est qu'en rattachant, en fait, le service de la police judiciaire de Montpellier au DDPN, en rattachant celui de Perpignan au DDPN, il y ait finalement un peu des viscosités, des lourdeurs, des nécessités de remonter par le DDPN pour redescendre par le DDPN suivant, et alors que tout ça doit se faire rapidement et en général aussi même dans une certaine urgence. Du coup, ça nous a posé la question, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut garder une forme d'autorité sur un service finalement interdépartemental. Je reprends l'exemple de Montpellier parce qu'il est intéressant et qu'on est d'ailleurs allé là-bas sur site. Par exemple, prenons Montpellier. Est-ce qu'il faut imaginer que l'on garde une forme d'autorité du service départemental, interdépartemental d'ailleurs, de police judiciaire de Montpellier sur le service départemental ou interdépartemental de Perpignan qui était avant finalement un peu son prolongement? Alors on pourrait dire appliquer strictement la réforme, première solution, c'est de dire dorénavant ils relèvent chacun de leur DDPN et donc tous les liens finalement anciens sont coupés, que ce soit les liens hiérarchiques ou les liens un peu missionnels, fonctionnels. Et puis il y a une deuxième solution qui serait de dire, ben oui en effet ils sont placés auprès, ils sont rattachés en fait à une DDPN, mais on garde en fait un lien fonctionnel entre l'ancienne DTPJ de Montpellier, qui est devenue SI-DPJ, excusez ces termes, mais bien sûr, dès qu'on fait une réforme, il y a beaucoup de sigles qui apparaissent dans le paysage. Donc entre cette ancienne DTPJ de Montpellier, donc devenue SI-DPJ, et entre en effet le service de Perpignan, qui est devenu dorénavant départemental. On considère, on le dit d'ailleurs dans le rapport, que ce serait bien en effet de garder ce lien fonctionnel. C'est-à-dire de garder un lien missionnel qui serait de nature, en effet, à permettre de conserver cette fluidité de fonctionnement et cette fluidité de circulation de l'information également entre les services, finalement, qui sont chargés de traiter le haut du spectre. Alors, on peut vouloir dire, ben voilà, mais vous distinguez le hiérarchique, le fonctionnel, tout ça est complexe, mais globalement, la réforme repose un peu sur cette distinction. Ce n'est pas des notions d'ailleurs qui sont inconnues dans le champ de la police. Je crois que les antennes, notamment un certain nombre d'antennes, je parle sous le contrôle de Gilbert Mabec, fonctionnent déjà comme ça. Elles sont rattachées en fait, je vais juste compléter, je crois que c'est c'est l'OFAST, voilà, fonctionne déjà comme ça. Donc cette logique en fait de garder une autorité fonctionnelle pour conserver finalement le fonctionnement du réseau, je veux dire, paraît préférable peut-être. On ne s'est pas vraiment prononcé dessus, mais on a quand même considéré que c'était une meilleure solution qu'une coupure totale en effet dans ce champ. Sur la deuxième question, en fait, le rattachement d'unités opérationnelles à la zone. Alors, il y a des unités qui ne sont pas proprement opérationnelles, mais qui sont à la zone. Les Cirasco, par exemple, sont à la zone. Donc, il y a déjà, c'est tout le rôle de la zone, en fait, d'analyse, de synthèse, de prospective, de savoir ce qui se passe, finalement, et de consolider tout ce qui remonte du terrain pour avoir, et pour déterminer, d'ailleurs, une politique. Donc, il y a un certain nombre d'unités qui sont à la zone, déjà, en la matière, mais globalement, on considère que ça ne serait pas une bonne chose de mettre les unités opérationnelles proprement à la zone, parce que justement, il y a impossibilité dans ce cas-là, ou en tout cas il y a une très grande difficulté à bénéficier de ce qu'on attend en fait de la départementalisation, c'est-à-dire que les gens, aux différents niveaux d'investigation, se parlent, sachent qu'ils interviennent parfois sur les mêmes champs, voire sur les mêmes affaires, et ne l'apprennent pas parce que c'est un magistrat qui leur dit, et qui aurait éventuellement fait le recoupement, et là aussi c'est assez hasardeux éventuellement comme recoupement, ne l'apprennent pas en fait après coup. Donc, et puis il y a en effet cette question de filiarisation, ça consiste en effet à donner un chef de filière. Alors, le chef de filière national, bien sûr, sera le directeur national, mais ensuite, au niveau zonal, il y a un chef de filière donc, du judiciaire. On ne voit pas comment il peut jouer un rôle
s'il a une partie de ses services qui sont au niveau zonal et une autre partie finalement qu'il est chargé d'animer et de structurer qui est au niveau départemental, donc il serait les sûretés départementales, les sûretés urbaines et voire infradépartementales d'ailleurs, puisqu'elles sont essentiellement aussi dans les circonscriptions de police nationale, et on peut craindre que dans cette configuration, il s'intéresse plus finalement au niveau 3 du haut du spectre qu'à structurer, à animer, à piloter finalement les autres niveaux de la filière judiciaire. Je laisse peut-être répondre pour la probité. Effectivement, le rattachement à la zone n'a pas notre faveur. Nous avons entendu de nombreux magistrats et de nombreux policiers qui nous disent que cette possibilité présente de nombreux inconvénients que j'ai rappelés sur la proximité et puis le caractère pas forcément compliqué de ces affaires-là. Vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on pourra toujours solliciter la zone? Bien sûr. Enfin, je pense qu'il faut rattacher cette question à la question du libre choix du service. En fait, nous faisons une offre complémentaire, si j'ose dire, pour que le libre choix soit toujours assuré. Il faut que le procureur ou le juge d'instruction qui a une enquête relative à une affaire d'atteinte à la probité dans son département puisse se dire c'est une affaire qui ne nécessite pas de dépaysement, entre guillemets, et je peux la traiter sur place, je n'ai pas trop de risques. Je saisis un service qui est sous l'autorité de mon directeur départemental de la police nationale, mais ça ne présente pas de difficulté. Mais il peut arriver que ça puisse présenter des difficultés. Et le procureur qui a sur son ressort un service interdépartemental, s'il le saisit, il reste toujours dans cette chaîne de commandement unique. C'est la raison pour laquelle on propose, dans ce cas-là, un complément de choix, si vous voulez, qui serait d'aller dans le département d'un côté, saisir une sûreté départementale qui ne dépend pas du directeur local et qui permettrait de conduire les investigations de façon sans doute avec moins de risque d'immixtion. Voilà. C'est dans le cadre de ce libre choix que nous faisons cette proposition, mais le procureur et le juge d'instruction continueront à pouvoir saisir, s'ils le souhaitent, les services qu'ils le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre propos liminaire, même si je dois vous dire que nous aurions préféré sans doute avoir le rapport un peu plus tôt que juste hier pour préparer cette audition. Mais ceci étant dit, c'est un travail de très grande qualité que vous nous proposez là et qui va bien au-delà du périmètre que ce que nous avons investigué, puisque vous avez regardé l'ensemble de la réorganisation. Alors nous aussi par la force des choses, mécaniquement, mais on a porté une attention particulière sur la police judiciaire, ce qui occupe évidemment l'essentiel de nos questions. Moi, je dois vous dire que je suis resté un peu sur ma faim sur les questions de zone, et j'ai l'impression que vous-même, vous n'arrivez pas à trancher entre différentes options, parce que saisir le service du département d'à côté, c'est déjà possible aujourd'hui. Ce ne serait pas du tout une nouveauté, ce serait quelque chose qu'on pourrait maintenir et garder. Et on pourrait aussi imaginer qu'il y ait davantage de dépaysement en matière judiciaire, ce qui est déjà aussi possible par ailleurs. Donc la question, et vous l'évoquez vous-même, c'est, si je reprends sur la question de la zone, c'est finalement quel est le poids, quel est le rôle donné concret, opérationnel, à l'adjoint de filière PJ au niveau zonal. Est-ce que c'est lui qui va trancher le fait d'aller saisir le département d'à côté? Et si le département d'à côté n'a pas assez de moyens, est-ce que ça lui remonte? Est-ce qu'il a une quelconque autorité que ce soit? Vous parlez de la distinction entre autorité hiérarchique et fonctionnelle comme étant déjà existante dans la police. Alors oui, par nature pour la police judiciaire, entre l'autorité judiciaire justement et l'autorité au sein du ministère de l'Intérieur, qui est une dichotomie déjà existante. Et il y en a une qui se rajoute à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur, ce qui pour moi, à mon avis, est une source de complexité. D'ailleurs, sur l'autorité fonctionnelle pour les antennes de l'OFAST, nous avons auditionné, j'imagine comme vous, les offices centraux, et la chef de l'OFAST nous indiquait qu'elle plaidait pour une autorité fonctionnelle renforcée. On lui a demandé de préciser, mais en gros, ça veut dire avoir les moyens opérationnels concrètement, et pas juste de la coordination, de la remontée ou de la synthèse. Je comprends bien que ça vient percuter immédiatement le cœur même, le présupposé de la réforme qui est la départementalisation. Et je sais que votre lettre de mission indiquait que ce point-là n'était pas en débat, mais moi je le mets et nous le mettons sur la table. Est-ce que le département, sur la question de la police judiciaire, est vraiment le point de départ d'une réflexion?
Et j'imagine même que ce n'est pas complètement le cas. En tout cas, nous, on a abouti à une conclusion. Moi, j'ai abouti à une conclusion qui est celle que le département n'est pas le point, la maille la plus évidente et la plus logique, puisque vous finissez vous-même par conclure que le caractère interdépartemental d'un certain nombre de services doit être garanti et maintenu pour des raisons évidentes et opérationnelles et pragmatiques, parce que sinon, ça va être pire. Voilà. Donc, je veux faire réagir un peu là-dessus sur ces questions zonales, parce que ça me semble être le cœur de l'affaire qui est arrivé en cours de réflexion dans nos missions, dans votre mission, et qui n'était pas une réflexion si aboutie que ça dans la réforme en tant que telle. Et ça me semble essentiel qu'on puisse l'investir et que ce ne soit pas des directions zonales, pas dire de paille, mais vous comprenez l'idée, puisqu'on a déjà un petit retour d'expérience sur la direction zonale de la police nationale, où un certain nombre de directeurs zonaux ne savent pas exactement toujours quelles sont bien leurs prérogatives et leurs missions concrètes et leur autorité sur les DDSP actuels. Je vais répondre sur la probité, parce qu'effectivement, on fait une analyse un petit peu différente de la vôtre, monsieur le rapporteur, sur le fait qu'on puisse aujourd'hui déjà saisir le département d'à côté. Le procureur ou le juge d'instruction peuvent saisir un service interdépartemental qui n'est pas dans son département, pas de difficulté, puisque ce service interdépartemental aura compétence sur le ressort du procureur d'à côté. S'agissant d'une sûreté départementale, je vais prendre un exemple. Je suis dans le Puy-de-Dôme et j'ai le département de l'Allier qui est limitrophe. Il n'y a pas de service interdépartemental dans l'Allier, il y en a un dans le Puy-de-Dôme. Pour des raisons qui appartiennent aux difficultés de l'enquête, je souhaite ne pas saisir mon service de PJ local, interdépartemental. Je souhaite saisir l'ASD de l'Allier. L'ASD de l'Allier a une compétence sur l'Allier, elle n'a pas une compétence sur le Puy-de-Dôme. Donc, les OPJ, s'ils viennent, le lieu de l'infraction, c'est le Puy-de-Dôme, donc l'ASD de l'Allier ne pourra pas venir. Alors, il peut y avoir une extension de compétences, oui, mais l'extension de compétences, vous devez avoir une compétence à l'origine dans votre enquête. L'extension de compétences ne peut agir que si vous avez déjà une compétence. C'est une extension de compétences. Vous ne créez pas une compétence dans l'Allier pour venir travailler dans le Puy-de-Dôme. Il faut que l'infraction ait été commise dans l'Allier, puis faire une perquisition, une audition dans le Puy-de-Dôme, pas de difficulté, vous étendez la compétence. Voilà, c'est ça. Donc j'ai peut-être une analyse un peu différente, mais voilà, on peut... Oui, mais après, alors oui, tout à fait, mais après ça vient se heurter à la compétence du service, la compétence territoriale du service. La compétence territoriale, elle est définie par le règlement. La compétence territoriale d'une sûreté départementale, c'est son département. Voilà, mais bon. Sur la question, en effet, d'autorité fonctionnelle, autorité hiérarchique, et finalement, quelles unités au niveau zonal. Je complète un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des unités opérationnelles. Les BRI sont rattachés au niveau zonal. Il y a le SIAT, etc. Autorité fonctionnelle. Il y a déjà un service, d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, parce que finalement, il est relativement peu impacté par la réforme, qui fonctionne un peu au niveau départemental, selon cette distinction, c'est le renseignement territorial. Le renseignement territorial, comme vous le savez, a été mis, en fait, fait partie jusqu'au jour d'aujourd'hui donc de la DCSP. Et il y a un niveau zonal, etc. Et il y a bien là, je veux dire, une claire distinction, et ça fonctionne, je veux dire, entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique à son égard. Et c'est acté dans une doctrine. Dans la doctrine donc, qui a été arrêtée en 2013-2014, ce qu'on appelle la doctrine du renseignement territorial. Et du coup, ça me permet un peu de répondre sur une manière plus générale sur ce sujet de l'autorité fonctionnelle ou hiérarchique. Ça suppose bien sûr d'être précisé, on le dit dans le rapport, il faut vraiment qu'il y ait un travail très précis de définition de ces concepts, dont il est vrai qu'ils ne sont pas toujours, je veux dire, perçus très clairement sur le terrain, et ce travail doit être celui des doctrines, justement, qui sont en train d'être élaborées conjointement, donc, je veux dire, par les directions nationales et la direction générale de la police nationale. Quant au rôle du niveau zonal, on crée en effet, alors actuellement ce sont les directions zonales qui sont en effet par filière, la direction zonale sécurité publique, renseignement territorial, etc. On consolide tout ça autour d'un directeur zonal police nationale. C'est en effet une de nos recommandations et un des points d'alerte finalement qu'on a, c'est qu'il faut en effet donner
à ce directeur zonal de police nationale un vrai pouvoir de régulation, c'est-à-dire un vrai pouvoir d'observation de ce qu'il se passe dans les DDPN. Ça suppose sans doute des capacités d'audit, de voir finalement comment ça fonctionne, quels sont les équilibres qui se mettent en place, et un vrai pouvoir en effet pratiquement d'injonction lorsqu'en effet il y a des écarts par rapport à ce qu'on pourrait estimer ou ce qu'on devra estimer nécessaire en termes d'utilisation des moyens, et notamment pour ces questions en effet qui serait par exemple d'utiliser les moyens du haut du spectre et de les détourner, entre guillemets, je mets des guillemets à ce mot, mais de les absorber finalement dans le traitement de la délinquance de masse. Donc il y a en effet un rôle important dans la réforme et qu'il faut vraiment consolider, expliciter, préciser du DZPN et des moyens dont il doit disposer pour imposer finalement ses analyses, sa manière de voir, son rôle de régulation. Le DZPN est en lui une autorité hiérarchique, alors que ses adjoints, donc il y aura un adjoint judiciaire pour le judiciaire, un adjoint pour le VRT, un adjoint pour la sécurité et paix publique, un adjoint pour la police aux frontières, eux auront l'autorité fonctionnelle. Mais si leur autorité fonctionnelle n'est pas suffisante, ils en réfèrent, ils en parlent, enfin je veux dire, ils sont dans la même organisation au directeur zonal, lui, de la police nationale, qui lui a une autorité hiérarchique, une vraie autorité, je veux dire, enfin une autorité pleine et entière. Je n'aime pas le terme vraie autorité parce qu'on a l'impression que l'autre est dégradé. Mais en fait, il n'y a qu'une autorité dont le DZPN dispose de manière pleine et entière, et il relaie en fait, dans ce cas-là, ses directeurs, ses adjoints en fait, chargés de filière. J'imagine que, comme nous, vous avez aussi en partie tâtonné en fonction des hypothèses de travail actuelles. Moi, il y a un élément qui me questionne, et vous y êtes attardé assez longuement dans le rapport, et là aussi dans votre propos liminaire. C'est sur la conduite de la réforme en tant que telle, et les risques qu'il y a, notamment RH, logiciel, bâtimentaire aussi, enfin voilà, divers et variés, pour faire en sorte... à tout le moins qu'il n'y ait pas des réticences supplémentaires ou des réticences tout court à des choses qui pourraient pourtant bien fonctionner sur le papier. On est en train de discuter de doctrines qui devront être élaborées, qui sont en train d'être élaborées. On est le 2 février. Le calendrier initial était une application de la réforme au 1er janvier 2023. Plus on regarde ça de près, et plus on se dit qu'il est urgent d'attendre, d'être prêt à conduire cette réforme, notamment sur les aspects RH, logiciels, etc. Parce qu'on ne peut pas être comme dans la situation des DTPN, où tous les arrêtés ne sont pas encore pris, où les logiciels ne sont pas encore harmonisés, etc. Alors que ce n'est pas une expérimentation, c'est en vigueur. Donc, quelle préconisation vous faites en la matière en termes de calendrier, sachant que vous avez relevé le même point que nous, qu'il y avait des Jeux Olympiques qui allaient avoir lieu en 2024 et que ça allait accaparer beaucoup de temps de travail, de temps de cerveau disponible dans la police nationale. Est-ce que pour vous, il faut mettre en place peut-être des débuts de modifications dans le séquençage, d'abord sur la centrale, d'abord sur des logiciels et des projections RH, avant d'attendre post de Jeux Olympiques, de l'application concrète de l'entièreté de la réforme? Et pardon, avant d'en venir à la bonne articulation des réformes et au calendrier, juste pour finir à toute fin la discussion sur la zone et sur le DZPN, moi je partage votre sentiment sur le fait qu'au fond le DZPN c'est celui qui sera assuré d'un pilotage très fin des différentes filières et qui sera un peu qui sera pour moi le garant d'un certain nombre justement de garants que les risques, notamment de affaiblissement des moyens sur la criminalité organisée, qui sera là aussi pour surveiller ça. Et vous avez évoqué la double évaluation du DDPN, mais vous n'avez pas évoqué de double évaluation du DZPN. Et je veux savoir si pour vous, ça allait aussi jusque-là, ce principe de double évaluation. Merci.
d'où l'évaluation des ZPN. C'est vrai que nous n'avons pas en fait poussé l'investigation jusque-là. Ça tient un peu aussi au cadre général, je veux dire, de notre action. On travaillait sur les DDPN, vous savez, c'est parce que la réforme est un tout cohérent qu'on est remonté, en effet, si on peut dire, dans la chaîne et jusqu'au niveau national. Mais comme vous le voyez, notre lettre de commande n'allait pas exactement dans ce sens-là. Et donc, nous n'avons pas vraiment... nous avons déjà investi ce sujet des EPN en nous posant la question, en effet, de ce qu'il doit être et de ce qu'il doit faire. Quant à la question de l'évaluation, bon, elle est envisageable, mais franchement, il faudrait faire une réflexion complémentaire pour répondre sur ce sujet-là. Je préfère, je veux dire, pas nous avancer comme ça, je veux dire, de vive voix sur la question, peut-être... Peut-être un petit complément sur la question de l'évaluation du DZPN. On a des cartes judiciaires et policières qui ne sont pas les mêmes. Et ça peut poser une difficulté. Qui évaluerait le DZPN? Le PG de zone, voilà, c'est le PR qui est siège de zone, il n'y a pas de procureur de zone. Voilà. Donc on n'a pas été aussi loin, mais effectivement, la question peut se poser. Sur la question du calendrier, alors en effet, le calendrier est très serré maintenant. Les doctrines et finalement la consolidation de la nouvelle articulation au niveau national doit bien sûr être un préalable et bien sûr les responsables de la réforme en sont parfaitement conscients. Je veux dire, ils travaillent actuellement sur cette question des doctrines. Donc je veux dire, les choses se font bien dans l'ordre, je veux dire, où elles doivent se faire, où elles, en tout cas maintenant elles sont dans l'ordre où elles doivent se faire. Il y a en effet, comme vous le rappeliez, des risques, des complexités dans cette réforme. Il y a quand même un élément rassurant, c'est que la très grande majorité des policiers ne verront rien changer. Ne verront rien changer pour eux. Je veux dire, quelqu'un qui est aujourd'hui en sécurité et paix publique, quelqu'un qui est aujourd'hui même, je veux dire, dans un gage, etc., je veux dire, sur son poste, sur son affectation, il ne voit rien changer, sinon que le nom va changer, que ça ne sera plus des DSP, mais des DPN, etc. Donc ils feront les mêmes missions et au même endroit. Ceux pour lesquels il y a quelques policiers pour lesquels ça va changer. Par exemple, quand on constitue des états-majors et quand on regroupe des états-majors, évidemment, il va y avoir quelques mouvements. Mais c'est une minorité en fait de policiers. Donc beaucoup de policiers ne seront pas directement impactés dans leur travail et dans leur positionnement par la création des DPN. Comme je le disais tout à l'heure, 40 départements sont assez peu impactés. Je veux dire, il n'y a pas aujourd'hui de police aux frontières, il n'y a pas de service de police judiciaire. Il y a ensuite tout un groupe de départements dont je n'ai pas le chiffre exact, mais qui sont peu impactés parce qu'il y a éventuellement qu'un de ces éléments, voire un élément qui n'est pas finalement extrêmement structurant. Comme vous le savez, il y a des services de police judiciaire qui sont des petits services de police judiciaire qui se trouvent dans des départements, ensuite, je sais pas, par exemple Agen ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas sûr. Voilà. Donc il y a beaucoup de départements en fait où la réforme finalement devrait ne pas poser excessivement de problèmes. Et puis peut-être la façon de traiter la question, c'est de faire l'essentiel dans un premier temps. L'essentiel, en effet, c'est cette réorganisation centrale, donc qui est en cours de réflexion avec filiarisation, et c'est la création des DPN, et ensuite il y a des ajustements à faire peut-être dans les années suivantes. Au fond, ça recoupe un peu ce qu'on disait, par exemple, sur l'organisation du judiciaire au niveau départemental. Créons la filière, créons ce qu'on va appeler donc un service départemental de police judiciaire ou un service interdépartemental de police judiciaire. Et ensuite, les ajustements nécessaires peuvent se faire en effet dans un deuxième temps, avec l'avantage, c'est qu'il peut y avoir une acculturation finalement des personnels entre eux qui apprendront à mieux se connaître. Ils se connaissent évidemment, mais je veux dire à se connaître encore plus, à travailler encore plus ensemble et qui rendront peut-être des ajustements plus faciles dans l'avenir. Donc globalement, nous paraît que cette réforme, mais ça dépend bien sûr pas de nous, Inspection Générale, mais est réalisable dans le calendrier qui était indiqué, je veux dire, par les autorités publiques. Merci beaucoup. Vous avez, ça peut sembler être une question qui est une question de détail, mais vous avez dit très clairement dans vos propos liminaires que ça n'en était pas une. Vous parlez du numérique.
et de la place qui devait être accordée au fonds de déploiement de ces moyens. Et vous évoquez également des risques résiduels si c'était pas anticipé, cette question n'était pas anticipée. Est-ce que vous pouvez préciser de façon à ce qu'on puisse nous-mêmes se faire écho de ce type de préoccupation qu'on a effectivement entendu sur le terrain numérique ou numérique. Sur le numérique je veux dire, actuellement, beaucoup d'applications de la police nationale sont liées finalement à une filière, enfin pas une filière justement, sont liées à une direction, à une DISA, je veux dire, y compris pour LRPPN par exemple. Et donc il peut y avoir tout simplement et ensuite par rapport à ces applications, il y a la question des accès. On est évidemment dans un domaine, je veux dire, très sécurisé où tout le monde ne doit pas pouvoir accéder, je veux dire, à l'outil de l'autre pour des questions évidemment de confidentialité, etc. Et c'est la construction, c'est l'architecture aujourd'hui du numérique finalement et des applicatifs dans la police nationale. Si vous mettez ensemble des personnes qui viennent de directions en effet différentes, un outil de base comme LRPPN, donc l'outil de saisie finalement des procédures, et qui est vraiment l'outil de travail, je veux dire, quotidien pratiquement des policiers, notamment dans la filière judiciaire, eh bien, et si, je veux dire, vous aurez dans un même service des personnes qui auront accès à un outil, et vous aurez un autre outil dans ce même service, avec d'autres personnes qui auront accès à cet outil, et lorsqu'une procédure nécessiterait, le cas échéant, je veux dire, au titre finalement un peu de ce continuum de traitement des affaires qu'on essaye de promouvoir, de passer de l'un à l'autre, ben, ils ne peuvent pas. On ne peut pas importer, par exemple, quelque chose qui a été fait sur un de ces outils sur l'autre outil. Il faut ressaisir. Il y a des ressaisies très c'est extrêmement chronophage et c'est extrêmement décevant pour les personnels de refaire quelque chose dont ils savent que ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été fait sur un outil où on peut le récupérer. C'est des choses très concrètes. Hein. Je ne vais pas rentrer vraiment dans la mécanique de ces choses. Non, mais c'est parfait. En fait, mon propos, c'est vraiment de dire, au fond, quel est votre... Moi, je pense que c'est central, ce point-là, parce qu'on l'a entendu dans chacun des déplacements de terrain qu'on a eus, dans chacune des auditions. C'est vraiment un point... Et dans le cadre des travaux que l'on rend, vous et nous, ça peut être assez évacué parce qu'en fait, c'est pas la grande question de la grande garantie du grand débat public. Donc voilà, c'est le petit détail opérationnel, mais qui a été central dans le cadre de la mise en place de la réforme. Donc ma question, c'est voilà, quelles recommandations vous faites, comment vous poussez les feux pour bien faire en sorte que ce point-là ne soit pas l'oublié, parce qu'au fond, c'est pas le grand. Encore une fois, c'est pas le grand débat, quoi. Il n'y a pas des articles de presse sur l'aspect numérique de la organisation. Voilà. Donc, comment vous poussez ce point-là de façon à ce qu'il soit bien pris en compte et qu'il y ait une vraie souffrance en fait pour les hommes sur le terrain. Hein. Donc, voilà. Oui. Je permets juste de prolonger parce qu'il y a eu 2-3 réformes au sein des services de l'État ces dernières années qui ont montré que ce n'était pas juste une hypothèse, que ça pouvait poser des problèmes majeurs. Enfin, je veux dire, si on pouvait éviter les nouvelles cartes grises, cartes d'identité, tout ce qui s'ensuit, qui sont des problèmes encore actuels. Je pense notamment à une autre réforme plus récente qui procédait d'une mutualisation, les secrétaires généraux communs dans les préfectures. Bon, ce serait bien de ne pas juste juxtaposer des gens dans un bureau sur des logiciels différents, si on veut vraiment que ça fonctionne, et que c'est même pas un truc d'être pour ou contre la réforme. C'est juste à un moment donné, à la fin, ces dysfonctionnements-là ont des impacts opérationnels forts, en plus d'avoir des impacts sur les agents eux-mêmes et sur leur motivation. Oui, monsieur le co-rapporteur, comme vous le signalez, ces éléments ne sont pas des points de détail, mais ont un impact extrêmement important sur l'activité quotidienne des services. Et effectivement, au-delà de ces outils informatiques qui, comme cela vous l'a été précisé, sont des reflets de l'organisation métier des services, ces outils informatiques doivent évoluer, doivent s'adapter à la nouvelle organisation qui sera mise en place. C'est donc un point majeur. Nous pourrions également citer le système d'information de ressources humaines, Dialogue 2, qui est aussi un enjeu fondamental, car même si de nombreux effectifs resteront dans leur mission, là aussi ça a été précisé tout à l'heure, ils devront être positionnés dans une application informatique RH de façon spécifique. Ce point est effectivement important, il a été signalé par la mission, et une des recommandations de la mission est naturellement de faire en sorte que les équipes
ou la réforme qui porte sur les fonctions support travaille de façon étroite avec l'équipe projet de la réforme police nationale. À nos yeux, c'est un point extrêmement important. Je reviens sur les outils et moyens indicateurs sur la question de la police judiciaire et plus précisément aussi la criminalité organisée. Vous avez mis la focale dessus, évidemment. En l'état des auditions que nous avons conduites, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que les réflexions soient abouties pour avoir des outils opérationnels de suivi des moyens à différents niveaux sur le sujet. Vous nous avez parlé tout à l'heure, par exemple, sur la question logistique très concrète des techniques spéciales d'enquête, par exemple, de se dire on pourrait centraliser ça sur un BOP central. Bon, très bien, vous en faites la proposition. Moi, ça fait partie aussi des réflexions qu'on a, et puis pour être un ancien attaché d'administration qui a travaillé sur Chorus, ça me parle, et je pense que c'est important aussi ce genre de détails. Mais qu'en est-il des retours que vous avez pu avoir de l'équipe projet, etc. Est-ce qu'ils partagent votre réflexion ou pas? Parce que la tendance, elle est quand même à se dire, si on fait un DDPN, c'est pour qu'il ait les moyens budgétaires à sa main. Et donc qu'il soit RUO et qu'il n'y ait pas d'autres responsables d'unité opérationnelle au niveau départemental. Sinon, vous pourriez dire que la départementalisation n'aurait plus beaucoup de sens en la matière. Moi, je pense que ce n'est pas forcément un totem, la départementalisation en soi pour moi, alors que je suis un grand amoureux du département dans l'histoire. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des enjeux très concrets de sanctuarisation d'un certain nombre de moyens qui ne sont pas un mal en soi, mais une garantie aussi pour une garantie démocratique, pas juste de fonctionnement des services, mais une garantie démocratique. Oui, nous n'avons pas, monsieur le rapporteur, donc investigué plus profondément cette question des moyens, finalement, de la façon de les sécuriser. Les deux pistes que nous suggérons, en fait, la mission projet travaille déjà dessus, c'est-à-dire de voir comment les frais de mission, par exemple, pourraient être gérés à un autre niveau qu'au niveau purement départemental, et également les frais techniques, je veux dire, ce qui est le dur, en fait, de l'utilisation des moyens techniques du niveau, finalement, 3 de l'investigation, le faire gérer éventuellement au niveau d'un BOP zonal, d'un BOP rattaché central. On ne sont pas allés plus loin sur le sujet, mais ils ont, je veux dire, ils travaillent sur la question. Il y a en effet un travail d'adaptation finalement de l'architecture budgétaire qui est aussi en cours par rapport à cette réforme. C'est un peu la difficulté de cette réforme, c'est qu'en effet elle met tellement de choses en jeu, ça en crée la complexité. Il faut que des choses avancent en effet au même rythme pour qu'en effet les choses ne soient pas en retard par rapport à la deadline finalement, au tenté, je veux dire, on fera le basculement. Ils n'ont pas creusé au-delà de ça ces questions. Il nous semble simplement que les outils budgétaires, je veux dire, qui existent aujourd'hui, alors sans le systématiser pour ne pas vider en effet la notion de départementalisation de sa substance, permettent quand même de flécher, je veux dire, sur des fonctions ou des missions particulières un certain nombre de moyens. Et là, voilà, ils existent, ces outils, et ils sont pris en compte par la mission projet. Oui, pour préciser et compléter, même si vous l'avez compris, la mission n'a pas eu cette thématique en étude. Il est nécessaire aussi de constater qu'aujourd'hui, la DCPJ, pour ses dépenses, dépend de beaucoup d'éléments déterminés au plan central. Le BOP central, un certain nombre de dépenses sont actuellement financées par des éléments budgétaires au plan central. L'élément budgétaire est bien sûr un moyen de préserver les prérogatives du judiciaire aux deux spectres, et dans le respect également des prérogatives des SGAMI, qui sont des acteurs bien sûr essentiels en matière de gestion au plan territorial. Il est donc nécessaire de préciser cette architecture budgétaire. La préciser dans le cadre de cette réforme des DPN, avec effectivement un BOP zonal vraisemblablement, des UO spécifiques au niveau départemental ou pour certains types de dépenses, mais cette architecture budgétaire doit être aussi un moyen de flécher, comme ça a été précisé à l'instant, un certain nombre de dépenses. Vous posez une question qui est
pas directement opérationnels, mais qui participent des questionnements autour de la réforme, et notamment des relations entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Il y a deux choses. Ça a été dit, le risque d'immixtion de l'autorité administrative sur les enquêtes judiciaires. Vous y apportez, vous proposez comme réponse de saisir la sûreté départementale de l'à côté, grosso modo, on va dire ça comme ça, entre autres, et de rappeler dans les doctrines la loi. Bon, très bien. Pourquoi vous n'avez pas investigué ou proposé d'avoir un cadre réglementaire sur les remontées d'informations côté ministère de l'Intérieur? Puisqu'il existe un cadre côté ministère de la Justice avec une circulaire qui précise des hypothèses, voilà, et que souvent, côté ministère de l'Intérieur, c'est le cadre général, je fais remonter ce qui est d'ordre public, sans pour autant le définir avec une quelconque précision. Est-ce que pour vous, ça pourrait être une garantie supplémentaire dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, mais aussi pour clarifier pour les policiers eux-mêmes et les chefs de police ce qu'on attend d'eux? Alors, vous avez raison. Je crois qu'on ne l'a pas écrit, c'est vrai, sur ce cadre réglementaire. Nous avons souhaité rappeler qu'il existe déjà des textes forts, très forts, qui sont... il y a un article du Code pénal, le 226-13, sur le secret professionnel, la violation du secret professionnel. Certains aujourd'hui le savent, ça peut être lourdement réprimé. Ces textes existent. Nous avons souhaité dire que les doctrines devaient en faire mention, sans aller plus loin, pour l'instant. Je prolonge la question, parce qu'en fait, les textes existent, je suis d'accord avec vous, et je les connais, et on les connaît réciproquement, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées concrètement sur ce terrain-là, et je ne vous ferai pas l'affront de critiquer l'ancienne équipe projet qui a pu être confrontée à la situation. Mais sur ces relations autorité judiciaire, autorité préfectorale, il en va aussi de la question d'une sorte de rapport de force entre les deux, sur la question de la politique pénale, plus généralement. L'ensemble des magistrats qu'on a entendus disent, en l'état actuel de l'organisation, je ne parle même pas de la projection de la réforme, qu'ils se sentent souvent dépossédés de la politique pénale, voyant les instructions, les injonctions, les ordres de la chaîne hiérarchique ministère de l'Intérieur être souvent, prendre le pas sur eux-mêmes, et eux se retrouvant à devoir dire, bah oui, effectivement, la lutte contre les rodéos motorisés, oui, il faut le faire, bon, alors que ce n'est pas à leur initiative, et pourtant la politique pénale, elle est clairement établie comme étant du côté de l'autorité judiciaire. Et donc de se dire, quand on a un chef commun, des services mutualisés, etc., l'autorité judiciaire pourrait paraître démonétisée encore plus sur la conduite de la politique pénale. Comment on évite que ce soit le cas? Est-ce que la seule évaluation du DDPN est suffisante, ou est-ce qu'il n'y a pas des garanties supplémentaires à se donner en la matière? Nous proposons deux choses. Il y a l'évaluation, puis la meilleure coordination entre le préfet et les procureurs sur le département. Sur l'évaluation, il nous a semblé que c'était un point fort, un point important, avec, par exemple, en début d'année, des objectifs qui seraient fixés au directeur départemental, et en fin d'année, cette évaluation avec la grille afférente qui permettrait de vérifier que le directeur départemental a respecté les objectifs qu'il lui avait été assignés par le procureur dans son domaine d'action, c'est-à-dire les missions de police judiciaire et les déclinaisons de sa politique pénale. Et il nous semble que cette évaluation nouvelle, qui se distingue de l'évaluation OPJ, qui se distingue de l'évaluation à 360, qui serait vraiment une évaluation nouvelle au même titre que celle que le préfet, dont le préfet dispose également, pourrait être un élément pour répondre à votre interrogation. Et nous souhaitons, et nous l'avons écrit, que cette évaluation puisse également avoir un impact sur la carrière du directeur départemental. Si ça n'a pas d'impact, c'est comme aujourd'hui peut-être la notation OPJ, qui n'a pas vraiment d'impact, et puis tous les directeurs départementaux ne sont pas forcément OPJ en plus. Bon. Ce qui fait que cette évaluation nous semble un élément important, nouveau, qui, s'il est bien construit, s'il est bien abordé et s'il est bien appréhendé par les acteurs locaux, permettrait de répondre à ces risques. Moi, j'avais une dernière question, mais qui est sans rapport avec le sujet dont on vient de traiter, donc j'hésitais à la poser. Il y a une de vos recommandations, qui est la 18,
que j'aimerais bien que vous expliquiez, parce que je pense qu'elle mérite d'être précisée, sur développer sur la durée les capacités nationales et zonales d'accompagnement des DDPN dans la mise en œuvre de la réforme. Et je voulais juste vous préciser exactement ce que vous entendiez par là. Oui, il va y avoir en fait un certain nombre de départements où la réforme sera, je veux dire, assez complexe à mettre en œuvre, hein, d'autres où ça sera plus facile, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc il y a en effet une question d'appui en fait qui se pose à la mise en œuvre de cette réforme. C'est un métier nouveau, hein, être DDPN. Ça suppose en fait des questions de formation, par exemple, particulière, d'information des DDPN. Donc c'est un peu ça aussi que l'on met en fait sous cette recommandation. Et puis plus globalement, il y a ça recoupe un peu la question aussi de la logique générale de cette réforme. Il y a, au-delà même de la simple mise en œuvre, période de mise en œuvre de la réforme, il y a une nécessité de pouvoir suivre ce qui se passe, tout ce qu'on disait en effet sur le niveau zonal, le rôle du niveau zonal, le rôle nouveau du niveau zonal et le rôle important du niveau zonal dans cette affaire. Donc il supposerait en effet qu'il ait en fait des capacités quasiment d'audit. Il y a aujourd'hui des capacités d'audit qui existent en effet dans la filière DCSP, en fait, aux différents niveaux. Je parle sous contrôle de l'IGPN. Il faudrait en effet s'en inspirer finalement pour avoir au niveau zonal de manière générale une capacité à savoir, à auditer finalement régulièrement sur certains points ou sur certains services ce qui se passe dans les services départementaux. Donc c'est surtout en fait cette approche-là qu'on essaye qu'on recommande en effet de la généraliser. Merci. Une dernière question également sur parce que finalement, en ayant conduit nos missions, les vôtres, etc., on aura pu peut-être soulever des problématiques propres à la police judiciaire, mais pas que, pour ce qui vous concerne, qui devraient et qui doivent par ailleurs être réglées et qui ne seront probablement pas réglées du fait de la départementalisation, en tout cas de la réforme des DPN. Et je pense notamment à l'attractivité des carrières. Alors certes, il y a une réponse qui peut être apportée sur le fait qu'il y ait une filière, mais qu'en est-il de vos avis sur la question concrète de la gestion des carrières des agents sur cette filière investigation ou enquête? Je pense notamment à la doctrine actuelle qui prévaut au sein de la DGPN, qui est de favoriser essentiellement la mobilité pour l'avancement et qui vient se confronter à des problématiques de fuite de spécialistes et de spécialisation en tant que telle, où notamment dans les offices centraux, ça nous est indiqué, mais aussi dans les antennes PJ, d'agents qui sont en poste depuis 10, 12 ans en matière de lutte contre la délinquance économique et financière et qui finissent par partir parce que pour pouvoir avoir une évolution de carrière, prendre un avancement, un grade, il faut bouger, et souvent en sécurité publique. Alors qu'il n'y a pas non plus des profils entrants qui viennent combler ces difficultés-là. Et quid aussi finalement des réformes précédentes. Je pense à celle dont on a parlé, la réforme Salanova, enfin les réformes successives mais qui ont été amorcées par M. Salanova, sur la filiarisation de la filière investigation en sécurité publique, qui n'a pas conduit à son renforcement, au contraire, notamment en ayant une prérogative qui soit plus portée sur la voie publique et l'ordre public, avec un ratio de 65-35, 65 sur la voie publique, 35 en PJ. Vous ne faites pas de préconisation particulière sur ce genre de ratio, notamment et d'équilibre, sauf à dire d'accompagner les propositions d'avoir plus d'OPJ dans le pays, mais que tout le monde va partager. Comment on fait pour régler ces problèmes-là qui me semblent plus fondamentaux et plus importants que le point de départ de la réforme, qui est de dire un seul chef au niveau départemental. En tout cas, dans les objectifs de lutte contre les délinquances en général, notamment niveau 2 et de niveau 3. Je vais peut-être laisser Gilbert Mabec compléter mon propos. Simplement, alors, en ce qui concerne à proprement parler notre mission, donc en effet la question des DPN, ce qu'on a pu constater, c'est que là aussi, une fois dans le domaine judiciaire, dans la filière judiciaire,
le fait de la placer sous une seule autorité et de la mettre dans une espèce de continuum, en effet, d'organisation, permet à des cadres, à des officiers, à des gradés, d'envisager des mobilités, des changements de fonction dans cette filière qu'ils ne pouvaient pas envisager ou qu'ils n'envisageaient pas avant. On l'a constaté quand même en Outre-mer, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, où des personnes sont venues spontanément. Je veux dire, c'est pas une chose qui leur a été imposée par le DDPN, sont venues par exemple de l'ancienne PJ, je veux dire, pour travailler sur le champ de la DAGE, donc de la direction de l'action judiciaire ou de la direction de l'investigation de proximité. Donc ça ouvre quand même le champ des mobilités possibles. Ça change un tout petit peu la donne finalement sur ce sujet. Je vais peut-être te laisser compléter. Oui, cette question de la mobilité et plus largement de la gestion RH au sein de la police nationale est bien sûr un élément déterminant et qui fait partie de ce contexte, sinon dégradé, en tout cas ce contexte particulier de la réforme de la réorganisation de la police nationale. La mission n'avait pas naturellement pour ambition de traiter tout le spectre ou tout le champ des questions sur la police et en particulier sur cette question RH et cet aspect de mobilité en particulier sur lequel vous mettez l'accent. La mobilité est aussi une force. Il faut certes préserver des spécialisations, de l'expertise, et donc la durée d'affectation peut être un atout, mais dans des parcours de carrière, qu'il s'agisse des commissaires, des officiers ou des membres du corps d'encadrement et d'application, la mobilité est aussi une richesse, qu'elle soit géographique certes, mais missionnelle. Donc c'était aussi un élément qui a été promené tant par des organisations syndicales que par les autorités, et elle est bien sûr extrêmement importante. Ce point étant posé, il y a effectivement la nécessité, à contrario, de quitter parfois sa fonction, son poste ou son affectation, voire sa direction. Donc ça peut être pénalisant, mais encore une fois, avec cette mobilité qui est maintenant ancrée dans tous les corps de la police nationale, il y a cette volonté à la fois de partager les cultures, de favoriser les échanges d'expériences, et c'est un point qui reste positif en dépit de quelques difficultés. Les filières existent, le judiciaire, vous l'avez cité, mais ces filières travaillent les unes avec les autres, et c'est ce travail commun, collectif, là encore une fois, sans doute encore dans des cultures différentes, mais avec des missions spécifiques, c'est l'ensemble du travail de ces différentes filières qui fait bien sûr l'action globale de la police nationale. Merci pour vos éléments de réponse. Après, pour la postérité de l'échange, il y a quand même un point de départ sur la réforme de 95, dont le sous-jacent était justement transversalité, horizontalité, déploiement des OPJ dans l'intégralité des services, donc des éléments qu'on retrouve dans ce genre de réforme, et de favoriser la mobilité davantage. Et la conséquence de la réforme de 95, de l'aveu d'à peu près tout le monde, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est que c'est peut-être ça qui est lié à la dilution des spécialisations et de la fonction de police judiciaire et de la qualité des officiers de police judiciaire au sein de la maison police. Donc, moi, j'ai pas de crainte sur le très court terme avec la mise en place des DDPN. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y aura pas de grands changements, chacun sera dans le même service, etc. Mais c'est bien sur les projections de long terme, d'où l'importance aussi de vos préconisations d'un suivi au cordeau, entre guillemets, en tout cas très resserré et très, très proche, à 2 ans, 3 ans, etc. Et je pense la capacité, il faudra le dire, mais peut-être à savoir revenir en arrière parfois quand on voit que ça n'a pas marché, ce qui n'est pas quelque chose qui est très courant dans les administrations publiques. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous d'être venus ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, nous, on rendra notre rapport mercredi prochain. Donc, voilà. En ce qui me concerne, il y aura probablement beaucoup de recommandations qui feront écho aux vôtres. Merci beaucoup.